Pour commencer, du coup, je vais accueillir Mathieu Janisch. Donc Mathieu est consultant et chercheur. Il est également sur la communication et la transition écologique. Et du coup, je lui laisse la parole pour parler des questions de communication responsable et greenwashing. Merci Marion. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est assez bruyant quand même, hein. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravi d'être ici parmi vous. Donc effectivement, j'accompagne un certain nombre d'entreprises et d'organisations publiques sur leurs enjeux de communication plus responsable et de communication au service de la transformation de leur démarche RSE. Et je réalise aussi un certain nombre d'expertises pour le compte de l'ADEME. Je suis notamment l'auteur principal du guide ADEME de la communication responsable. Et depuis 2015, je suis leur expert pour réaliser le bilan publicité environnement, qui est l'étude en fait, qui fait le point sur l'état du greenwashing en France. Alors normalement, j'ai... Normalement, si j'appuie, c'est bon. Voilà. Thierry. Voilà, je suis là. Ok, non, ça c'est le conducteur général. Est-ce que du coup, vous pouvez charger qui est en régie? Et où est la régie? Je vais voir. Là, merci. Donc en gros, en résumé, le greenwashing, c'est l'utilisation abusive, trompeuse de l'argument écologique. Et dans la présentation, je vais vous expliquer comment le repérer et vous donner des exemples à éviter et au contraire des exemples plus inspirants. Ils sont en train de le mettre. Le voilà. C'est ça, ouais, c'est bon. Parfait. Donc d'abord, je voulais rappeler que moi, je ne suis pas un anti-communication ni un anti-pub. Je travaille avec les acteurs de la filière parce que je pense qu'on a besoin de mettre la communication au service de la transition écologique. La communication, le marketing et la publicité. D'accord? Et donc, de mon point de vue, communiquer sur sa démarche de responsabilité ou sur une offre qui est mieux conçue, c'est légitime et c'est même fondamental. Déjà, en interne, c'est super important parce que ça va permettre de faire connaître votre démarche, voire même d'associer vos salariés à la co-construction de la stratégie RSE. D'accord ? Ça va permettre aussi de partager les succès, les difficultés rencontrées, d'aider tout le monde à progresser. Et puis, en communiquant en interne comme en externe, ça permet de valoriser les personnes qui s'impliquent. C'est toujours agréable de voir son entreprise parler du projet que vous avez piloté, voire diffuser votre portrait ou vous expliquer ce que vous avez mis en place, ce que vous avez réussi à faire, etc. Donc en externe, il y a aussi la valorisation des équipes. Il y a aussi mettre en évidence les partenaires, les fournisseurs avec lesquels vous travaillez et leur donner envie, eux aussi, de s'engager à vos côtés. Ça permet de toucher de nouveaux publics, que ce soit en B2B ou en B2C, des donneurs d'ordre qui sont particulièrement sensibles à ces sujets-là, des investisseurs, de nouveaux publics. Et puis, ça permet aussi de répondre de façon proactive à certaines questions que peuvent se poser les publics les plus sensibilisés au sujet. Et bien sûr, et dans certains cas, vous avez aussi des obligations réglementaires de communication sur vos engagements RSE, par exemple, à travers ce qu'on appelle le rapport RSE. Donc, c'est légitime, c'est fondamental de communiquer, mais il faut le faire bien. Donc, il faut prendre un certain nombre de précautions. Là, je les ai résumées. La première, c'est d'écouter avant d'agir. Ça veut dire, c'est s'ouvrir à ces parties prenantes internes et externes, échanger avec elles, comprendre ce qu'elles attendent de nous, comment est-ce qu'elles nous perçoivent, expliquer ce qu'on fait. Il y a vraiment toute une phase de dialogue. Ensuite, on va mettre en place des actions avant de communiquer. Et une fois qu'on aura atteint des résultats qui sont significatifs, on pourra communiquer, mais communiquer justement sur les choses qui ont du sens, d'accord ? Et si possible, sur les enjeux qui sont majeurs. On ne va pas transiger sur la véracité, la clarté, la proportionnalité des messages. Dit autrement, on va éviter le greenwashing, j'y reviendrai après. On va aussi faire attention dans l'ensemble de nos prises de parole à éviter de générer, de promouvoir, en tout cas de renforcer certains stéréotypes, que ce soit stéréotypes de genre, stéréotypes de mode de vie, de consommation, image du bonheur, etc. On va essayer de promouvoir de nouveaux récits. On va faire preuve de pédagogie, d'humilité. Et puis, on va veiller à la cohérence entre la complémentarité des différents supports. C'est-à-dire que
Quand on envoie un communiqué de presse ou quand on fait une campagne, on s'assure qu'il y ait des informations complémentaires qui soient sur notre site web ou sur les réseaux sociaux pour que les personnes qui souhaitent en savoir plus, elles puissent avoir de l'info. Le greenwashing aujourd'hui, c'est un problème parce que ça freine la transition écologique. Tout d'abord, donc c'est l'utilisation abusive de l'argument écologique. Ça va semer la confusion dans l'esprit du public sur la réalité des efforts à entreprendre. Quand on vous dit qu'en achetant une basket de la marque Adidas, vous allez mettre fin aux déchets plastiques, vous pouvez être tenté de vous dire ah ben c'est cool, je peux continuer à acheter autant de baskets que je veux, ça fait du bien à la planète. Quand on vous dit qu'un vol en avion il est neutre en carbone, vous vous dites ben c'est bon, en fait, tout le discours qu'on vous dit sur il faut réduire les voyages en avion, en fait, c'est pas la peine. Je peux continuer à prendre l'avion comme je veux. Voilà. Donc ça sème la confusion sur la réalité des actions à entreprendre et sur la nécessaire remise en question de notre mode de vie, de notre mode de production à l'échelle individuelle, à l'échelle collective. Le deuxième problème avec le greenwashing, c'est que c'est une forme de concurrence déloyale entre des marques qui s'engagent et qui communiquent de façon responsable et des marques qui font un peu tout et n'importe quoi en matière de communication. Concrètement, avec cette publicité, par exemple pour la publicité IKKS, là, la marinière qui nettoie les océans, vous ne pouvez pas savoir si c'est mieux. Enfin, vous avez tendance à vous dire tiens, c'est super d'acheter cette marinière-là, et si ça se trouve, c'est mieux qu'une marque comme Loom. Si vous n'avez pas les dessous de la fabrication, les engagements de la marque, vous ne pouvez pas le savoir sur cette campagne-là. D'accord ? Donc les marques qui sont engagées, elles sont vraiment embêtées parce qu'elles se disent nous, on essaie de faire des choses profondément, on essaye d'avancer, c'est pas facile, on essaie de communiquer sans survaloriser ce qu'on fait, et à côté de ça, on a des acteurs qui racontent tout et n'importe quoi, que leur produit est écolo, etc. Donc c'est un vrai sujet. Et le troisième problème avec le greenwashing, c'est que ça contribue à la perte de confiance entre les publics en général et le discours des organisations. Aujourd'hui, quand une marque prend la parole sur ces sujets-là, la plupart des gens ils disent « ouais, ben c'est du bullshit ». Donc comment est-ce qu'on fait pour regagner cette confiance-là? Ce qui est intéressant, c'est que alors le greenwashing, c'est un terme qui a été inventé au milieu des années 80 aux États-Unis. En France, on a eu une première vague de greenwashing au début des années 2000, puis ça s'est calmé, et là, ça remonte fortement depuis 2-3 ans. Ce qui est intéressant justement, c'est que depuis 2 ans, on a une pression sociétale qui augmente, notamment sur les réseaux sociaux. Le fait que des ONG critiquent le greenwashing et attaquent les entreprises, ça s'est fait régulièrement dans les médias, auprès d'ONG. Il y avait le prix Pinocchio, par exemple, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui était porté par les Amis de la Terre. C'est quelque chose qui a été fait au milieu des années 2010. Voilà. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus d'influenceuses et d'influenceurs, de collectifs, comme Pour un réveil écologique, Alerte Greenwashing, Bon Pote, vers le média, qui vont de plus en plus critiquer les prises de parole ouvertement sur les réseaux sociaux et qui sont de plus en plus suivis. Donc ça met une pression. On a régulièrement des émissions, par exemple Cache Investigation, une fois par an, ils ont une émission spécifique sur le greenwashing. On a Pour un réveil écologique, ça fait 2 années d'affilée qu'ils font le calendrier de l'avant du greenwashing. Et puis là, avec le média vert, tous les trimestres, ils vont mettre le best-of des cas de greenwashing. Donc on sent qu'il y a une pression qui s'accentue en fait sur les acteurs. En parallèle, on a un cadre réglementaire qui évolue et qui évolue vers un encadrement beaucoup plus strict des allégations écologiques. Concrètement, la base, c'est que vous avez des règles déontologiques qui sont définies par la profession. Donc c'est ce qui s'appelle l'autorité, mais qui est en fait une instance d'autorégulation professionnelle de la publicité. C'est une association de loi 1901 qui est financée par les acteurs de la filière, donc tous les annonceurs, les agences, les régies publicitaires, les médias, etc. Et qui définit des règles déontologiques que tous les acteurs normalement s'engagent à respecter. C'est ce qu'on appelle la recommandation développement durable. Il y en a d'autres sur l'image et le respect de la personne, sur les mentions légales, sur l'utilisation des enfants dans la publicité. C'est tout un tas de règles éthiques. Si vous ne respectez pas ces règles-là, on vous dit simplement « ou c'est pas bien, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser tel slogan ou tel visuel. Voilà, faites un peu attention, mais il n'y a pas de sanctions financières. » Voilà. De plus en plus, on a des textes de loi. Donc là, avec la loi climat et résilience, qui est largement insuffisante par rapport aux enjeux, mais qui a quand même permis de progresser un petit peu sur le côté régulation publicitaire. On a notamment le greenwashing qui est maintenant reconnu comme une pratique commerciale trompeuse. On a l'allégation de neutralité carbone qui est beaucoup plus encadrée. On a la loi AGEC aussi,
pour favoriser l'économie circulaire qui précise un certain nombre de points, notamment l'interdiction de l'utilisation de la biodégradabilité, de cet argument-là de biodégradabilité ou de compostabilité d'un produit ou d'un emballage. Donc ça progresse dans le bon sens. Et on a aussi des règles qui vont se durcir au niveau européen. On a des projets de directives européennes de protection des consommateurs sur les green claims, sur les allégations environnementales, qui sont en cours de discussion. Et ça permet en fait d'avoir des textes qui sont contraignants. Et on a de plus en plus d'ONG qui déposent des plaintes devant les tribunaux. Et là, on aura des entreprises. Actuellement, il y en a contre Total Energy, contre BNP Paribas, contre Adidas, New Balance, Nescafé. Là, concrètement, ça peut être des amendes à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire le million d'euros, avec une obligation de communication, obligation de s'excuser d'avoir trompé le public. Donc là, on est sur une autre envergure. L'inconvénient avec ces démarches-là, c'est qu'elles vont prendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'avoir des résultats. Et au milieu, vous avez ce qu'on appelle la soft law. Ce sont des lignes directrices qui sont non contraignantes, mais qui permettent d'orienter un petit peu la régulation. Donc ça va être les avis du Conseil national de la consommation, ça va être les avis de l'ADEME. Voilà, ça c'est des documents qui sont parfois pris au sérieux par les annonceurs et leurs agences. Voilà. Concrètement, dans la recommandation de développement durable, donc les règles éthiques, vous avez une trentaine de points qui définissent les choses à éviter. Là, dans 9 grands chapitres. Là, je voulais synthétiser en 4 grands points, plus un 5e qui n'est pas dans la recommandation, mais qui est pour moi très important. Ce travail-là a été fait avec l'ancienne directrice juridique de la RPP. D'accord ? Donc, ce n'est pas un travail que j'ai fait dans mon coin, c'est un travail collaboratif à l'occasion de la réalisation d'un des bilans publicité environnement, parce qu'on avait envie ensuite d'aller dans des écoles de publicité et de communication pour expliquer ces signes-là. Le premier levier d'action, en fait, c'est connaître ces signes pour éviter de tomber dans le panneau. Alors, quels sont-ils ? Première erreur, c'est banaliser des comportements négatifs ou dénigrer des comportements positifs. En France, vous n'avez pas le droit de montrer un véhicule qui est stationné sur une pelouse et qui est stationné sur une piste cyclable, par exemple. Vous n'avez pas le droit non plus de dire qu'on est serré comme les sardines dans les transports en commun pour donner envie aux gens de circuler en scooter. D'accord ? Le deuxième signe, c'est la promesse mensongère ou disproportionnée. En gros, c'est chaque fois qu'on vous dit que le produit est écologique ou qu'il n'a aucun impact ou qu'il protège la planète. Là, vous avez une publicité pour un déodorant qui est compressé. Ce n'est pas pour ça que vous allez pouvoir libérer la planète des émissions de CO2. Vous voyez, il y a un écart entre ce que permet la fabrication du produit ou son usage et ce qui est annoncé dans la publicité. Un autre gros souci, c'est l'absence de preuve ou de précision, le manque de clarté. À chaque fois que vous affirmez quelque chose, que vous avancez une allégation écologique, vous devez apporter des preuves. Autant vous pouvez dire « ma lessive, elle sent le printemps », vous n'avez pas de preuves à apporter, mais si vous dites « ma lessive, elle protège la planète », là, vous devrez apporter des preuves. D'accord ? Bon, déjà, il ne faudrait pas dire ça, mais il faudrait dire qu'elle est moins impactante ou qu'elle est moins impactante que d'autres lessives. Le quatrième signe, c'est la présentation visuelle ou sonore suggestive. Concrètement, c'est tous ces éléments graphiques ou sonores qui font penser au développement durable, à la protection de la nature. La planète Terre, les feuilles, les arbres, les coccinelles, les lapins, le cucu des oiseaux. Et bien sûr, tous les labels. Il y a des labels officiels qui sont avec un cahier des charges qui est formalisé. Et vous avez plein d'auto-labels. Et nous, en tant que public, on ne sait pas faire la différence entre ce qui est véridique, ce qui est valable et ce qui ne l'est pas. Et le dernier point, c'est faire campagne sur des enjeux secondaires. En gros, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est je communique sur ma carte bancaire qui est blanche et qui est fabriquée en plastique recyclé et je ne dis rien sur les investissements en faveur des énergies fossiles. Voilà. Important aussi de rappeler que ce n'est pas parce qu'on a un cadre strict et des règles à respecter qu'on ne peut pas être créatif. C'est pour ça que je suis pro-publicité, enfin, on va dire autrement. Je suis pour une réduction de la pression publicitaire, mais les publicités qui restent, elles peuvent être créatives et elles peuvent aider à faire bouger la société dans le bon sens. Et là, vous avez quelques exemples de campagnes qui montrent qu'on peut être à la fois créatif, atteindre ses objectifs, tout en véhiculant, déjà, il y a une posture d'humilité, en ayant des éléments de preuve, et en permettant d'atteindre les objectifs. J'avais prévu de vous diffuser un spot, celui de la SNCF. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, on va essayer.
Créatifs et inventeurs, grands artistes, grands féministes, grandes gueules, grands cœurs, mais surtout grands râleurs. Grandiloquents parfois, la fleur au fusil et le mort aux dents, mais romantique comme un Apollinaire de 20 ans. Élégant comme aucun autre, paré du plus bel apparat, sapé trop stylé, défilé au Grand Palais. Mais surtout prêt à défiler pour l'égalité, à déclarer des droits pour tous les hommes, pour toutes les femmes et pour nos mouflés. Humaniste jusqu'au bout des ongles, humain jusqu'au fond des tripes, des cigales sur la langue, de l'océan sur les lèvres, du maroilles dans la bouche ou de la choucroute sous la dent. On vibre, on pleure, on rit, des 6 coins du pays, on respire le même vent. Pessimiste souvent, face à l'adversité comme face à l'adversaire. À tort pourtant, suffit de regarder en arrière. Supporter de la terre, amoureux de l'environnement, de nos forêts, de nos plaines, de nos mers. Bleu, blanc, rouge, mais chaque jour plus vert. On n'est pas statique, on est progressiste. On va pas se refaire, on est parfois en retard, mais on n'est pas retardataire. On est avant-gardiste, on n'est pas coincé, on a un humour hors pair. On n'est pas de mauvaise foi, on est juste un peu paradoxal. On n'est pas carré, on est hexagonal. Donc ça, pour moi, c'est un exemple de campagne d'un film de marque qui est à la fois super intéressant à plusieurs titres. Déjà sur les mots qui sont utilisés, le message, la posture d'humilité. Ils nous disent on n'est pas parfait, on est parfois en retard, d'accord? Donc ils acceptent de reconnaître certaines de leurs faiblesses pour justement pouvoir entamer le dialogue. Ensuite, on a un spot de pub qui a été éco-socio-conçu. Donc ils ont fait un effort pour réduire le tournage. Il y a des images d'archives qui sont utilisées. Tous les tournages ont été effectués en gare. La plupart des personnes que l'on voit à l'écran, ce sont des personnes de la SNCF. Ils ont fait un effort aussi d'inclusion, de représentation de la diversité de la société française. Et c'est un film qui a été primé au Festival de Cannes pour sa créativité. Donc c'est l'exemple même qu'on peut avoir un très beau film de marque qui en plus est plus responsable sur le message et sur le fond et sur la forme. Alors, agir contre le greenwashing, là, vous avez quelques clés, que vous soyez chez l'annonceur ou en agence. Donc, premièrement, c'est se former d'un côté comme de l'autre. C'est mieux connaître les règles déontologiques, les règles de loi, s'enrichir de tous ces cas qui sont diffusés, qui sont critiqués sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, quand on est en interne, c'est discuter avec les équipes RSE, les équipes R&D, les équipes innovation. Ce n'est pas parce que vous êtes à la com ou à la pub que vous arrivez en bout de chaîne. Il faut être impliqué dès le départ. Et puis, c'est bien sûr travailler sur les briefs que vous allez proposer, les briefs les plus complets possibles. De l'autre côté, quand on est en agence, c'est ne pas hésiter à challenger, une fois qu'on est formé, etc., ne pas hésiter à challenger son client pour bien comprendre, lui demander des éléments de preuve, lui demander une vision plus globale de la stratégie RSE. Voilà. Et là, je vous ai mis quelques exemples d'outils pratiques qui sont, certains sont publics, je vous ai mis le lien, on pourra vous diffuser le support de présentation. D'autres sont internes, mais vous verrez qu'on a des entreprises et des agences qui, pour accompagner leurs équipes, conçoivent et co-construisent, puisqu'en général c'est de la co-construction, des guides pratiques pour faire monter en compétence leurs équipes. Donc là, dans la salle, je vois les équipes Decathlon. Il y a Decathlon a produit un site intranet complet sur les enjeux de communication plus responsable sur le volet message avec l'ensemble de leurs équipes monde. Et là, on a d'autres exemples dans d'autres entreprises. Voilà. Et puis bien sûr, vous avez les ressources. Vous avez le guide de la communication de l'ADEME qui a un chapitre entier sur le greenwashing. Vous avez des ouvrages spécialisés sur le greenwashing, notamment un ouvrage collectif qui aborde l'angle du greenwashing plutôt sur un aspect plutôt sociétal et pas restreint aux enjeux de communication et publicité. Vous avez l'ouvrage de Lionel Poivre-Loloé, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais c'est un local, donc je tenais à souligner son ouvrage. Et puis vous avez la veille à travers tout un tas de comptes qui sont intéressants à suivre. Voilà, je vous remercie. Merci.